Donc moi, je suis Marc Isenman, donc bonjour à tous. Je suis délégué pour les Alpes du Nord au Conservatoire botanique national alpin, donc basé à l'antenne chambérienne du CBNA. On va vous faire une présentation euh, du programme national CARAB, donc un programme de modélisation cartographique des habitats naturels et semi-naturels de France métropolitaine et maintenant aussi d'outre-mer. Et je vais focaliser sur les travaux qui ont été faits, notamment sur les territoires alpin par le Conservatoire botanique en lien avec, notamment en Savoie, avec le parc national. Euh, je, Si vous avez, n'hésitez pas, enfin surtout David et Vincent Antirion du CESBio, à m'interrompre si vous souhaitez rajouter ou compléter mes propos. Voilà. Donc la France est partie du constat qu'elle ne disposait pas d'une cartographie des habitats naturels sur l'ensemble de son territoire. Et c'est pour ça que le ministère de l'écologie a lancé un programme très ambitieux de cartographie de ces habitats dès 2011 pour essayer de couvrir à l'échéance de 2025 l'ensemble du territoire avec une cartographie des habitats. Les objectifs qui ont été affichés dès le début, c'était donc de travailler sur des méthodologies de cartographie et de prédiction d'habitat à une restitution du 1,25 millième. Donc, pour être tout à fait cohérent avec le référentiel à grande échelle que produit l'Institut géographique national, et en définissant une unité de végétation minimale d'un demi-hectare. L'objectif, c'était de construire un véritable système d'information sur les habitats, donc composé d'un certain nombre de données thématiques, des données également acquises sur le terrain. C'est pour ça qu'il a été, dès le début, question que CARAB constitue la composante du système d'information nature-paysage, qui est aujourd'hui le dispositif national de structuration des données de la biodiversité, qui est porté également par le ministère et par le service du patrimoine naturel. C'était aussi d'améliorer la connaissance sur la répartition des habitats d'intérêt communautaire et planifier leur surveillance, déterminer aussi le degré de menace qui pèse sur certaines végétations grâce aux listes rouges qui permettent aujourd'hui d'évaluer ces végétations selon leur rareté et menace. Et pour pouvoir faire cette évaluation, il faut effectivement avoir une connaissance la plus riche possible sur la répartition de ces habitats sur le territoire national. C'est aussi un objectif d'aider à la délimitation des zones naturelles d'intérêt écologique et floristique, puisque c'était censé être un inventaire qui devait s'actualiser au cours du temps, aider aussi à cartographier les zones humides, pelouses sèches et autres milieux intéressants pour les gestionnaires d'espaces naturels. C'est aussi d'identifier les enjeux territorialisés de cette biodiversité et de manière à contribuer à un ensemble de politiques publiques qui va de la trame verte et bleue aux mesures compensatoires et aussi de définition d'une nouvelle stratégie sur les aires protégées qui nous mobilise aujourd'hui, parce que la France a une petite volonté d'augmenter le pourcentage d'aires protégées. Et donc, ça se base surtout sur les éléments de connaissance et notamment sur les végétations et les habitats. Alors, ce programme, juste petit point historique, David en a parlé tout à l'heure, il a été développé en 2 phases, donc avec un démarrage en 2011. Du temps est déjà passé. Donc une phase qui est allée jusqu'à peu près en 2018, qui nous a beaucoup mobilisés pour mettre en place le cadre méthodologique de cette démarche, de définir les outils typologiques. Donc on a parlé des catalogues de végétation,
mais aussi les outils techniques, qu'ils soient en matière de gestion de bases de données ou d'outils embarqués, nomades, qui pourraient être utilisés pour renseigner des informations utiles directement sur le terrain. Et puis tout un tas d'expérimentations sur des territoires pilotes qui ont été menés, donc pour nous, dès 2011 sur le département de l'Isère, pour d'autres CBN sur des départements plutôt du bassin parisien, la Corse, et puis des départements localisés sur les Hauts-de-France. Une fois que cette étape de définition méthodologique a été terminée, donc ça a d'ailleurs abouti à la rédaction d'un guide méthodologique qui est assez complet et qui a été publié il y a peut-être un peu plus d'une année sur le site de l'Office français pour la biodiversité et sur d'autres sites Internet. Et en 2018, on a débuté la phase de déploiement et d'industrialisation de toutes ces productions de cartographie prédictive, avec donc un rythme assez infernal, puisqu'il était toujours question de produire avec l'ensemble des partenaires une vingtaine de départements par an. Alors pour nous, sur 2020-2021, nos actions sont concernées principalement le département de la Savoie et puis de nouveau le département de l'Isère. Je précise juste que la carte qui est sous la diapo est pas vraiment à jour, donc elle donne en gros le calendrier de déploiement sur le territoire métropolitain jusqu'en 2025. Alors, rapidement, donc les partenaires sont assez nombreux. C'est effectivement un programme qui était dès le départ pluridisciplinaire et multi-partenaire à l'interface entre l'expertise naturaliste et la recherche et le développement. Donc évidemment, le ministère de l'écologie qui a été le commanditaire et le principal financeur, l'UMS Patrinat qui assure aujourd'hui toute la coordination technique et l'animation du programme, l'Office français de la biodiversité qui assure tout le pilotage administratif et financier, les conservatoires botaniques qui réalisent des missions d'expertise, de définition des catalogues, et vous le verrez, d'autres travaux importants pour pouvoir réaliser ces précartographies, puis tout un tas d'organismes, donc l'Institut géographique national, des laboratoires de recherche comme le VSISM basé à Saint-Étienne, le CESBio, l'IRSTEA, le CEREMA, le BRGM, et qui ont chacun des missions dans les différentes cartes qui sont en production aujourd'hui. Donc ça a été déjà une formidable aventure qui dure déjà plusieurs années, qui a fait progresser énormément les expertises et la collaboration entre structures qui n'avaient pas toujours l'habitude de travailler ensemble et qui ont pu mettre en commun des compétences utiles pour avancer sur ces sujets-là. Alors les objets d'étude de CARAB sont au nombre de 3, donc les biotopes, qui sont des surfaces écologiquement homogènes, au sein desquelles s'expriment des potentialités écologiques constantes. Donc on peut parler d'un biotope de l'étage alpin qui est concerné par un sol humide et un sol acide. Mais sur nos territoires d'études, il y en a évidemment un très grand nombre. Je reviendrai tout à l'heure dans une autre diapo sur les différents paramètres qui permettent de définir ces biotopes et qui sont aujourd'hui principalement des paramètres bioclimatiques et écologiques. Le deuxième autre objet est constitué par les physionomies. Donc là, on en a parlé avec la présentation précédente de David. Donc ça concerne les stades de développement des végétations. Donc quand on parle de physionomie, on parle de pelouse, de landes, de boisements, notamment. Et la typologie qui est utilisée aujourd'hui est une typologie à 4 niveaux, emboîtée, j'y reviendrai tout à l'heure. Et le troisième objet, c'est le fruit du croisement entre ces deux premiers objets.
qui est censé nous permettre de produire, de déduire une cartographie des habitats potentiels grâce à un croisement géomatique des prédictions de biotopes et des physionomies de végétation, et qui sera donc à terme traduit dans des typologies qui sont aujourd'hui en vigueur comme ENIS. Petite diapo de synthèse qui résume tout ce qui a été fait depuis 2011 sur les premiers territoires alpins d'études. Donc, on a parlé de l'Isère et du massif de Beldon, qui ont beaucoup contribué à aider à définir la méthodologie de travail, avec donc des guides qui ont été rédigés, des précartographies de physionomie de végétation, de compartiments écologiques, et la production d'un catalogue des végétations. Et puis en Vanoise, depuis 2018, un certain nombre d'expérimentations qui ont été faites en amont de la phase de déploiement et d'industrialisation du programme, donc qui ont concerné de la cartographie prédictive d'habitat, avec une étude de faisabilité qui a concerné la Vanoise, mais aussi d'autres territoires français. Et là, donc, le fruit de ce travail-là, ça a été la production du catalogue des végétations, des efforts dans l'acquisition de connaissances sur des végétations ou des zones où il nous manquait des données, et puis des premières générations de cartographie prédictive de physionomie et de végétation. Alors, en une diapo, un résumé du processus CARAB. Donc, vous avez à gauche ce dont on a déjà parlé, donc l'importance de bénéficier sur le territoire d'un catalogue de végétation, de bases de données aussi naturalistes, donc qui permet de mobiliser tous les relevés de végétation existants sous la zone, et puis aussi un travail d'expertise naturaliste qui est, à dire d'experts, qui est important pour définir sur le territoire concerné la liste des biotopes sur lesquels on va travailler, et aussi la liste des physionomies de végétation. Donc tout le travail de cartographie prédictive repose sur des processus que l'on appelle aujourd'hui des processus de machine learning, qui mobilisent, utilisent, exploitent un certain nombre de variables que l'on a produit. Donc pour la partie biotope, sont principalement des variables écologiques, d'humidité des sols, des variables bioclimatiques et de géologie, qui sont importantes d'exploiter pour pouvoir sortir ces cartographies. Et sur la partie physionomie de végétation, donc c'est principalement des techniques de télédétection qui sont employées, donc basées sur des images satellites, notamment les images Sentinel-2, que l'on a aujourd'hui à disposition sur beaucoup de dates de prise de vue. Ça c'est important. Donc c'est des images qui ont aujourd'hui une résolution de 10 mètres, qui ont une résolution spectrale assez importante. Il y a plus de à peu près 13 canaux spectraux là, qui permet aux télédétecteurs de produire un certain nombre d'indices qui sont déterminants pour discriminer ces physionomies. Et on utilise aussi le même algorithme basé sur le random forest, qui est en fait un algorithme de forêt d'arbres décisionnels qui réalise un enchaînement en fait de traitements qui mobilise les variables dont je viens de parler. Donc pour la télédétection, les images satellites et les variables dérivées, puis pour la modélisation, tout ce qui est variables bioclimatiques et physiques. Et ce qui est important pour apprendre en fait
au classifieur à travailler. J'utilise des mots un peu simples, mais c'est bien ça dont il s'agit. Le classifieur, lui, il a besoin de données d'apprentissage pour pouvoir apprendre à travailler. Et donc, c'est ce classifieur en fait qui se calibre au regard des statistiques spectrales ou écologiques qui concernent les échantillons de données que l'on a produits et fournis aux organismes qui ont aujourd'hui les chaînes de traitement, donc qui concernent des données d'apprentissage sur des biotopes que l'on retrouve sur le territoire. Donc c'est un échantillon qu'on produit, ou alors un échantillon qui concerne les physionomies de végétation. Donc une fois que tout ça est lancé, en sortie, on a un certain nombre de versions de cartographie prédictive de biotopes et de physionomie que les conservatoires botaniques doivent analyser avec des jours dédiés de validation sur le terrain, avec donc un système un peu itératif où on fait remonter ce qui marche pas, avec éventuellement des compléments de production de données d'apprentissage qui permet ensuite d'actualiser, de relancer un certain nombre de runs de classification pour améliorer petit à petit les résultats. Et une fois que l'on considère que les versions sont suffisamment de bonne qualité, on pourra donner le signal pour pouvoir croiser les deux cartographies prédictives pour produire cette fameuse carte modélisée des habitats naturels. Vincent, si tu veux ajouter quelque chose sous la partie télédétection que j'aurais omis ou parce que je suis allé un peu vite, n'hésite pas. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend bien. Ah, c'est super ça, excusez-moi. Non, vas-y, c'était très clair. Enfin, les autres le diront, mais c'était clair pour moi en tout cas. Ok. Alors, une diapo qui résume vraiment le processus de travail. Donc, on produit la cartographie prédictive des biotopes, la cartographie prédictive des physionomies, pour en produire cette cartographie des habitats potentiels. Ce qu'on peut dire à ce niveau-là, c'est qu'on sait très bien que tous les habitats ne pourront pas être cartographiés. Seuls les habitats dominants pour lesquels on a produit des données d'apprentissage pourront être cartographiés. Donc les autres pourront être supposés ou localisés à partir de relevés ponctuels. Je pense plus particulièrement à tous les habitats de faible surface, comme les dalles rocheuses, les petites gouilles de tourbière ou des végétations de bord de cours d'eau. Et là, on retrouve l'intérêt de départ, c'est-à-dire de constituer un véritable système d'information qui met en complémentarité des cartographies prédictives avec des données de terrain, autres informations utiles. Et juste pour parler de la typologie qui va être utilisée pour la cartographie des habitats potentiels, c'est bien la typologie ENIS, qui est aujourd'hui la typologie des habitats terrestres et d'eau douce, qui est en vigueur et qui a été développée notamment pour faciliter l'harmonisation de ces descriptions d'habitats à l'échelle de l'Europe et qui remplace la typologie Corine Biotope que certains ont déjà manipulée, certainement. Alors au niveau des paramètres écologiques et la typologie des biotopes, là je vous ai remis dans une diapo les X variables qui sont aujourd'hui utilisées, donc des variables en gros plutôt bioclimatiques comme les étages de végétation avec les quelques classes concernées, une variable plutôt d'ombroclimat qui donne les niveaux de pluviométrie en fonction de l'effet du relief, une variable de continentalité et avec aussi une variable bioclimatique qui peut être notamment intéressante notamment en Maurienne pour faire sortir les zones qui sont dites un peu plus stépiques. Et puis des variables plus physiques écologiques, donc avec de l'acidité, variable d'acidité des sols, une variable aussi d'humidité des sols. Je ne rentre pas dans le détail des différentes classes, mais vous les voyez à l'écran. Et puis une variable qu'on a rajoutée
il n'y a pas si longtemps que ça, concerne les durées d'enneigement ou les fréquences de déneigement, puisque à l'étage alpin, c'est une variable qui est vraiment déterminante pour aider à discriminer les végétations qui les concernent. Et puis, j'ai pas mis la variable de littoralité qui ne concerne pas sur nos territoires de travail. Donc, ce qui donne au final sur le territoire de la Vanoise quand même plus de 260 biotopes que l'on va pouvoir précartographier, ce qui ne rend pas le travail facile, mais bon, c'est une des complexités des territoires alpins par rapport aux territoires beaucoup plus plats qui sont concernés par qu'un étage de végétation. Et là, je vous ai remis 3 des 260 biotopes pour vous donner un peu indication comment ils sont libellés aujourd'hui. Donc, un biotope qui s'intitule biotope en position intérieure de l'étage alpin, sous un ombroclimat humide, en situation océanique, sur un sol plutôt basique, légèrement humide, marqué par un enneigement long à très long de 8 à 10 mois. Voilà. Donc, on a 260 biotopes comme ça qui sont libellés et pour lesquels on a produit des données d'apprentissage avec une optique de les sortir en cartographie prédictive. Pour les physionomies, je vous ai parlé tout à l'heure de cette typologie emboîtée à 4 niveaux. Je n'ai mis que les 3 premiers. Donc là, vous voyez, on va du nival en passant par les physionomies des boulis, plus ou moins végétalisées, aux physionomies de pelouse, prairies, landes, jusqu'aux physionomies forestières. Aujourd'hui, la télédétection, elle a beaucoup progressé. Elle offre de plus en plus de possibilités et de potentialités de par les images satellites aujourd'hui, les capteurs qui sont de plus en plus élaborés, qui permettent de travailler des résolutions spatiales plus fines, des résolutions spectrales beaucoup plus riches, qui vont de l'infrarouge jusqu'au visible. Et puis aussi une résolution temporelle beaucoup plus riche aussi, puisque les images Sentinelle-2 qui sont aujourd'hui mobilisées, il y a, je crois, des images tous les 5 à 10 jours, ce qui n'est pas rien. Donc ça permet de travailler aussi sur les résultats de phénologie qui peuvent se voir sur les images et aider à discriminer tout ça. Il y a un niveau 4 qui sera certainement utilisé peut-être dans quelques mois, quelques années, puisque si on part du principe que la télédétection progresse, on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas, d'ici quelques années, voire même demain, travailler à discriminer certaines physionomies utiles, notamment sur certaines pelouses, si on arrive à distinguer celles qui sont pâturées, celles qui ne le sont pas. Ça sera intéressant, ou carrément, puisqu'il y a déjà des progrès qui sont faits, distinguer les types de landes, hautes ou basses, notamment. Pour illustrer quelques résultats sur le territoire qui vous intéresse, donc là on a bien l'aire optimale d'adhésion du parc de la Vanoise. Donc on a un premier résultat là, qui est arrivé il y a quelques semaines de cette précartographie des biotopes, 260 biotopes. Donc je n'ai pas mis la légende parce que sinon ça aurait été c'était inutile de la mettre sur cette diapo. Avec l'animation arrive. Hop. Donc l'autre pendant, donc la cartographie prédictive des physionomies qui a été produite sur l'ensemble de l'aire optimale d'adhésion. Donc vous retrouvez la typologie au niveau 2 qui distingue tout ce qui est glacier, névé, le type de physionomie minérale, en distinguant celle qui est la physionomie minérale végétalisée ou absolument pas végétalisée, aux pelouses, prairies, landes et autres milieux arbustifs. Évidemment, il y a aussi tous les relevés de végétation, j'en ai parlé tout à l'heure, qui existent sur la zone et qui permet de compléter cette cartographie des physionomies ou d'habitat potentiel. On n'a pas de résultat encore aujourd'hui, puisque ça n'a pas été encore croisé.
et qui vont permettre de produire une cartographie la plus riche possible sur ces habitats naturels. Donc j'ai zoomé sur un secteur, une échelle un peu plus fine. Là, on est sur vous le reconnaissez bien, donc le secteur tout au-dessus du plan d'amont, plan d'aval, donc sur Ossois, avec l'orthophoto qui date de 2019, et puis le résultat de la cartographie prédictive des physionomies qui arrive. Donc on voit bien la distinction entre les milieux minéraux, minéraux végétalisés, puis les milieux donc prairies, landes, les milieux arbustifs jusqu'aux physionomies plutôt forestières. Et puis donc un zoom sur cette cartographie des biotopes qui discrimine des secteurs de manière assez fine et qui va faire l'objet, là, d'ici dans les prochaines semaines, une analyse un peu plus fine de la part des collègues pour voir ce qui marche ou ce qui marche moins bien. Mais on sait que sur le secteur vanoise, il y a une telle diversité de formations géologiques qui, sur des petites surfaces, on peut retrouver pas mal de types de géologie différentes. Et du coup, ça donne effectivement, là, comme vous le voyez, sur un secteur là, comme celui que vous voyez à l'écran, une zone où il y a potentiellement une trentaine de biotopes différents. Voilà. Donc théoriquement, on devrait retrouver des choses intéressantes sur l'impact de l'étagement, de la géologie, etc. Donc là, j'ai zoomé, on a fait une diapo à une résolution un peu plus fine. Je pense que tu peux passer si les autres veulent bien s'afficher. Et dans le cadre de Carab, on a aussi, et grâce à un financement d'aide au programme de recherche qui a été développé par le Parc national de la Vanoise pour le CESBio, on a donc s'est lancé sur des études complémentaires qui permettent de coupler les processus de télédétection et de modélisation basés sur de la classification supervisée pour pouvoir travailler sur des habitats naturels prioritaires plutôt d'altitude où une approche plus directe et intégrée peut amener des résultats intéressants pour pré-cartographier notamment des milieux qui intéressent le parc, comme les zones humides, les prairies de fauche ou les landes. Donc avec un travail préalable de préparation des jeux de données d'apprentissage exploitant les cartographies existantes, quelques cartographies récentes sur le territoire du parc, mais aussi tous les relevés phytosociologiques rattachés aux végétations qui existent aujourd'hui, et avec donc des productions déjà de nouvelles versions de classification de physionomie par Vincent sur l'ensemble de l'aire optimale d'adhésion, et en y intégrant aussi là, dernièrement la grande commune des belles villes. Avec aussi un axe de travail sur les végétations d'étage alpin qui sont dépendantes, dont la répartition est expliquée par les durées d'enneigement, et donc mobilisant des données qui ont été également produites par le CESBio sur la base des images sentinelles. Donc là, on va essayer d'utiliser les relevés existants et d'essayer de mieux affiner cette précartographie de ces alliances végétales qui se développent sur des petites périodes de végétation sur ces étages-là. Et puis là, on travaille actuellement aussi avec Vincent sur une meilleure télédétection des zones humides de la Vanoise, avec des résultats déjà assez intéressants, puisque Vincent a sorti des statistiques là, qui
permettent de dire aujourd'hui que les 70% des zones humides de l'inventaire qui avait été fait il y a quelques années sont détectées, mais on a aussi évidemment des sorties de surclassification qui sont liées à des confusions entre du classifieur, mais qui peuvent aussi faire sortir des zones humides qui n'ont pas été inventoriées dans l'inventaire initial. Donc ça sera à regarder de plus près prochainement. Si Vincent, tu veux ajouter des petits éléments, tu n'hésites pas. Hein. Bah, non, honnêtement, oui, tu détailles assez bien. Après, sur les questions peut-être, hein, mais Ouais. là, en tout cas, oui, la diapo, elle explique bien. Ok. Donc une diapo de conclusion sur les perspectives d'utilisation par le parc de tout ce qui est actuellement produit grâce au progrès de la télédétection et des méthodologies de modélisation. Bon, c'est de pouvoir bénéficier de ces précartographies prédictives et toutes les connaissances associées, que ce soit les relevés et les catalogues, pour pouvoir combler cet état fragmentaire des connaissances sur les habitats, sur lequel tu as insisté tout à l'heure, Vincent, en introduisant cette session. Ça va permettre aussi d'améliorer la compréhension globale du territoire sous l'aspect diversité des végétations et leur distribution. Produire aussi, c'était aussi la question qui a été posée tout à l'heure, produire à partir de ces premiers jets de cartographie prédictive, donc des cartographies plus fines ou plus spécifiques sur certains habitats prioritaires qui intéressent le parc, et pouvoir aussi, grâce à ces bases de connaissances et ce système d'information qui est enrichi d'année en année, programmer des inventaires ou complémentaires sur votre territoire de compétences. Donc on peut dire que l'objectif de couvrir le territoire du parc, une carte de répartition des habitats naturels, même prédictive, hein, puisque on insiste bien là-dessus, ce sont des cartographies prédictives basées sur de la donnée in situ, mais cet objectif est de plus en plus proche. On pourrait même dire qu'on commence à le toucher un peu des doigts. Et donc, c'est de bon augure pour la suite, et c'est une belle progression par rapport à tout ce qui avait été fait, notamment bien fait ces dernières années, au travers du programme Habitalp, hein, qui avait porté ses fruits aussi, mais qui ne pouvait pas, à cette période-là, bénéficier de tous les progrès, que ce soit en données ou en méthodologie, tels qu'ils ont été, tels qui sont confirmés, tels qui sont confirmés ces derniers mois. Alors les enjeux pour le parc, ils sont multiples. Hein. On a parlé tout à l'heure des exigences liées au rapportage sur l'état de conservation des habitats naturels, sur des aides aussi à la décision pour que le parc fasse les bons choix, notamment d'intervention sur des secteurs de présence d'habitat à enjeu, que ce soit pour des opérations de gestion ou de mesures agro-environnementales, ou mieux évaluer l'impact d'aménagement potentiel qui pourrait avoir un impact sur des localisations d'habitat. Ça va permettre aussi de disposer d'outils qui vont permettre de caractériser aussi les habitats de la faune patrimoniale. Sur le massif de Beldon, les données qui ont été produites sont aujourd'hui utilisées par l'Office national de la chasse pour croiser des données GPS qui sortent de l'équipement, en fait, qui sont acquises grâce à l'équipement des bouquetins en collier, qui permettent aujourd'hui d'approfondir un peu les connaissances pour savoir quels sont les milieux qu'ils fréquentent tout au long de l'année. Donc le lien entre ces précartographies et des problématiques des besoins liés à la faune sont évidents. Bon, le suivi de l'évolution spatiale des habitats
en lien avec les changements globaux et l'incidence des usages sur les habitats ou de l'incidence de ces changements globaux sur les usages font partie aussi des problématiques qui vont pouvoir être mieux travaillées grâce à ces données-là. Bon, le parc a aussi une charte, définit des actions dans sa charte et dans sa stratégie scientifique. Et je pense que, nous pensons que toutes ces données-là vont servir aussi à ces fins-là. Et puis, la question de l'enrichissement en fait, du système d'information du parc est aussi intéressante, en y rajoutant donc des couches d'information, des résultats qui vont pouvoir être consultés par l'ensemble des services et des agents du parc. Voilà pour une présentation rapide, j'espère la plus synthétique possible et compréhensible du programme national CARAB et ces petits compléments d'études que l'on a développés avec le parc. Et maintenant, si vous avez des questions, on est disposé pour répondre à toutes les questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur la méthode, le principe ou le résultat qui sera produit? C'était très détaillé sur les utilisations possibles sur nos différents champs d'activité. Donc j'ai vu qu'il y avait eu des échanges là sur le chat là, et pour redire 2-3 trucs là que David a écrit en réponse, c'est sûr que pour le moment, nous au pôle, on n'est pas encore destinataire de toutes ces productions parce que ce sont des documents provisoires, mais comme le disait Marc, on sent que les gens qui travaillent sur le sujet sont pas loin de pouvoir nous produire des choses qui vont pouvoir nous être fournies prochainement. Oui, c'est ce que je précise aussi dans le chat. Il ne faut pas confondre le projet CARAB avec le projet Caravan. En fait, à l'issue de la préétude du projet CARAB, on a travaillé sur le parc national de la Vanoise. Du coup, il y a des productions qui ont été faites. Et même après la phase R&D du projet CARAB, et dans ce cadre-là, la carte de physionomie produite à l'échelle du PNV sera disponible à la fin du projet Caravan, c'est-à-dire dans le courant, la fin de l'été 2021. C'est une donnée qui est produite avec des images satellites gratuites, des méthodes gratuites, donc il n'y a aucune raison que cette donnée reste sur le disque dur et ne soit pas mobilisée, utilisée, critiquée par les gens du PNV. Alors moi, j'ai pas suivi tous les échanges sur le chat, mais je pense qu'il y en a qui ont suivi ça de près. S'il y a des questions qui sortent. Ce qui est pratique avec la visio, c'est que tu peux chatter sans embêter les gens. Ouais, je confirme, ça m'a pas embêté. Les questions, embêté. c'était mais quand est-ce qu'on a le résultat? L'impatience pour l'utiliser rapidement. J'ai une question, moi, Marc, sur le résultat. Donc, quand les deux cartes seront croisées, les cartes physionomiques et les cartes des biotopes, à quoi ça va ressembler comme production? Est-ce que ça sera une carte qui précisera, là on a un biotope de pelouse et du coup avec une physionomie de pelouse et avec le biotope qui est en dessous, possiblement on a tel ou tel type de pelouse parce que le sol est plutôt acide, le sol est plutôt basique, etc. Est-ce que ça va ressembler à ça? Oui, David, je peux répondre, mais je pense que tu es le mieux placé pour répondre à cette question-là, vu que tu as suivi les derniers travaux dans ce domaine-là, et puis je compléterai si besoin. Ouais, c'est ça, Julie, tu résumes bien. C'est vraiment le principe de CARAB. Donc, on a la physionomie, on a le biotope, on voit ce qui est possible comme habitat à partir des croisements. Alors, la grosse question et le gros enjeu pour nous, CBN, là, dans cette partie du travail, c'est de limiter au maximum les correspondances multiples, d'avoir le plus possible de correspondances uniques entre un croisement physio-biotope et un habitat.
ce qui ne sera pas toujours le cas, notamment dans des milieux, dans des territoires complexes comme la Vanoise, où pour un même croisement biotope physio, on peut avoir plusieurs habitats, quoi, selon le Encore stade. des listes de choix. Voilà. Donc je le précisais aussi dans le chat, il faut bien avoir conscience que le résultat CARAB, ce sera du prédictif, donc on n'est pas absolument certain, donc il y a une probabilité associée à chacun des pixels sortis par la carte, et il y a même plusieurs prédictions par pixel en général, donc les probabilités sont décroissantes, hein. Première prédiction, 80% de chance, deuxième, 20%. Donc nous, une partie de notre travail pour améliorer les choses petit à petit, c'est le plus rapidement possible, mais là on est vraiment au tout premier, on est sur le banc d'essai, hein, au premier département de la nouvelle méthodo, c'est d'aller vérifier la qualité de ces prédictions pour essayer de petit à petit améliorer les variables utilisées, le modèle, etc. Là on est CBNA, on a fait 2 départements en 2 ans plutôt qu'un département par an, donc on concentre le terrain Isère et Savoie sur cette année, donc pour l'instant on n'a pas encore de retour. Comme je le mettais dans le chat, la résolution spatiale semble à peu près bonne pour les biotopes. Par contre, on a clairement des grosses erreurs d'affectation qu'il va falloir qu'on identifie et qu'on essaye de résorber. Et deuxième chose qu'il faut bien avoir en tête sur les résultats CARAB, c'est que, comme le disait Marc, ce ne sera pas une carte exhaustive. Enfin, il y a beaucoup d'habitats, un certain nombre, on va essayer de le minimiser, mais tous les habitats qui ne font pas la maille, c'est-à-dire qui ne sont pas sur 0,5 hectares, donc 5000 m² d'un seul tenant, on ne les considère pas. Et tous ceux qui sont présents à moins de 25% dans cette maille de 0,5 hectares, on ne les considère pas non plus. Donc tout ce panier d'habitats-là, il sera associé de manière systématique et hypothétique aux habitats prédits, cartographiés, et ce sera des vérifications de terrain qui resteront nécessaires pour voir si ça marche bien, pour aller compléter sur des secteurs particuliers ou des habitats particuliers. Voilà. Donc ce sera une carte qui ne fera pas tout quand même, mais qui permettra de dégrossir le travail sur des vastes territoires et des biotopes qui sont, des habitats et des biotopes qui sont facilement modélisables. Donc en fait, au plus il y aura de remontées d'informations pour vous, au plus le système se consolidera, on va dire. Plus une fois qu'on aura le type d'habitat sur une zone ou les types d'habitat sur une zone pressentis, et que nous on pourra aller sur le terrain en disant bon bah là on y est allé pile poil à cet endroit-là et en fait c'est ça, et qu'on vous fait remonter l'information, vous pouvez affiner le modèle. Oui, en fait, il y a dans le processus de travail, il y a vraiment il y a des leviers d'amélioration en fait à toutes les étapes du processus. Et donc, c'est aujourd'hui ce qui a été développé, que ce soit en modélisation ou en télédétection, c'est des processus que tu peux reconduire, reproduire régulièrement en remobilisant effectivement des données d'apprentissage qui pourraient être complétées ou ajustées. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir réactualiser les résultats de ces cartographies prédictives tous les 3 ans, 5 ans, en évitant de mobiliser une armée de cartographes de terrain, dont on sait qu'effectivement, c'est pour couvrir la France entière, voire même un département, c'est un travail qui est considérable. Donc c'est pour ça que le ministère, ses partenaires ont misé sur le caractère prédictif et qui pourrait être complété petit à petit avec des cartographies produites de manière plus fine ou une remontée d'échantillons plus performants. Voilà. Donc la cartographie qu'on va faire réaliser là sur Tignes Champagny, en fait, devrait permettre d'améliorer le système. Vous allez pouvoir l'utiliser. Oui. Tout à fait. Ouais. Il y a déjà même des premières productions, parce que je n'ai pas parlé des données de segmentation brute d'image qui sont générées
à une étape du processus, mais souvent, en fait, il y a des produits intermédiaires qui peuvent être utilisés pour des cartographies plus fines. Et comme tu l'as dit, une fois que la cartographie sera réalisée sur Tignes, on pourra effectivement piocher dedans, pouvoir compléter, améliorer la qualité des jeux de données d'apprentissage qui sont si déterminantes pour, pour améliorer les résultats de classification. Donc oui, c'est comme ça que c'est envisagé. Et pour cette remontée de données que nous, au final, hein, j'ai compris que ce ne serait pas avant 2022 de toute façon, et puis après ça va être sur plusieurs années. Vous avez déjà réfléchi aux modalités de remontée de données qu'on pourrait faire? Comment ça peut, comment on peut vous transmettre en fait les affinages progressifs avec nos observations de terrain? C'est une bonne question. Je veux dire, plus les gestionnaires d'espaces naturels qui vont pouvoir générer, produire d'informations sera connectés au programme Carab, mieux se feront les échanges. Donc c'est une question de tuyaux, en fait, de tuyauterie à brancher entre le programme, ses acteurs, et puis les gestionnaires et principaux utilisateurs. Et puis j'ai parlé aussi du dispositif du système d'information paysage, le fameux SINP, qui est censé, en fait, à terme, ça se fait petit à petit, il est censé rassembler, structurer toute cette information pour pouvoir mieux en disposer, mieux la mobiliser et aussi mieux l'actualiser en faisant remonter des données qui ont été acquises au niveau local, quoi. Donc c'est une question d'organisation et de mise en œuvre de flux, de partenariat, et puis aussi d'habitude de travail, hein. C'est comme ça que je pourrais répondre à ta question. Parce qu'il y a des choses où effectivement, comme dit Vincent, nous on va faire intervenir des prestataires pour avoir des cartographies d'habitat fines, où là effectivement c'est facile pour nous de vous transmettre les couches SIG. Et voilà, le travail après se fait sur la base d'une couche transmise. Et puis, si on va faire juste une sortie terrain, qu'on relève le type de végétation, voilà, en utilisant le catalogue de végétation, on voit par rapport à la carte prédictive, on voit qu'on est plutôt, on arrive un peu à affiner. Ça, à la limite, bah, nous, forcément, on ne va pas produire une carte derrière, ça va être un autre format de restitution. Et je ne sais pas si pour ce format-là, il est possible d'envisager un partage en ligne des cartes, et puis on clique sur les carrés ou les pixels en question, et on vous dit, bon, bah voilà, suite à la visite de terrain de telle date, là, j'ai pu constater qu'on s'oriente plutôt vers cet habitat-là. Ça avait été... Ouais. C'est peut-être une grosse parler logistique à mettre en place, mais... Ouais. Ça avait été... Je ne sais pas si j'interromps la parole à David ou c'est un écho là, qui est à mon intervention, pas évident. Bah, c'était ça avait été envisagé au début, hein, de pouvoir développer aussi, ça a été fait d'ailleurs, des petits plugins qui pourraient s'ajouter à des QGIS ou des logiciels nomades embarqués sur le terrain pour pouvoir effectivement caractériser une physionomie ou pouvoir, on va dire, corriger une physionomie qui a été définie par erreur. Ça avait été comment dire, conçu dans la phase un peu de recherche et développement. Après, là, ta question, elle se projette vraiment sur le futur, avec une intégration, en fait, de l'ensemble des gestionnaires d'espaces naturels à cet effort, en fait, que le programme Carab doit stimuler, dynamiser pour faire en sorte que tout fonctionne. Effectivement, ces types de technologies, de remontée plus rapide de données de connaissances, effectivement, c'est quelque chose sur lequel il faudrait réinsister. Et je compte bien sur David pour pouvoir le faire remonter au niveau des comités techniques qui aujourd'hui animent le projet. Ce que je voulais préciser, vas-y. Que effectivement, enfin je l'ai mis dans le chat, mais c'est pas nous qui avons la main là-dessus, et dans un sens c'est bien parce que c'est vraiment une question d'ordre national, puisqu'il y a
il y a tous les CBN, tous les partenaires qui sont impliqués et du coup tous les gestionnaires d'espace en France qui vont être concernés par la question. Donc c'est l'UMS Patrinat qui est en charge de cette question-là avec l'IGN et les équipes du SINP pour mettre en place les tuyaux, justement, les flux pour qu'on puisse mobiliser tous ceux qui souhaitent participer, qui peuvent, pour faire remonter de la donnée et améliorer le plus rapidement possible l'ensemble de la méthode et des processus. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à nous faire remonter des idées, des besoins que nous, ou les faire remonter directement à Patrinat, hein, mais je pourrais vous donner les contacts si vous n'avez pas. Mais voilà, c'est vraiment une question nationale et c'est bien que ça vienne du local pour qu'on propose des idées, qu'on dise comment on peut contribuer et qu'ils puissent mettre tout ça dans le saladier pour voir ce qu'on peut en sortir concrètement, quoi. Bah, c'est vrai qu'avec les outils de terrain qu'on a aujourd'hui, on a l'impression que là aussi on peut le toucher du doigt assez facilement. Mais si on le réfléchit au niveau national, ça devient un peu vertigineux, effectivement. Une fois que tout sera cartographié, il y a une remontée d'informations colossale comme ça, à ce degré de finesse, il va falloir l'outil derrière pour le gérer Ouais. et traiter tout ça. Donc c'est une grosse machine, oui. Ouais. Bon, c'est un peu de l'avant-première, hein. C'est sûr que là, vous avez une avant-première. Ça fait longtemps que Carab, ça a commencé, mais c'est vraiment parti là récemment avec la confirmation du ministère qu'il mettait les moyens pour que ça avance. Et du coup, là, c'est tout frais. Je pense que voilà, c'est pas pour cette année. On peut espérer que 2022, ça commence à se formaliser, mais c'est un gros morceau du programme de faire en sorte que le système d'information soit fonctionnel pour tout le monde et de gérer toutes les questions de versionnage, de validation, de propriété, etc. Donc, ça fait partie du tableau. En tout cas, pour nous, c'est une énorme opportunité parce qu'on a un territoire énorme. Voilà, 525 km². Évidemment, on ne peut pas envisager d'avoir une cartographie comme on aurait sur d'autres espaces protégés plus petits, où on peut avoir une connaissance extrêmement fine de chaque habitat, micro-habitat. Là, c'est inenvisageable. Ça prendrait des centaines d'années et puis il faudrait recommencer parce que tout ça évolue rapidement. Donc même si dans un premier temps, ça reste de la prédiction et effectivement, ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on sera sur place, tout sera parfait, mais ça permet quand même grandement d'orienter les recherches, les réflexions, quitte à les vérifier après, mais au moins on sait sur quelle base et précisément ce qu'on doit aller vérifier. Donc ça, c'est très précieux. Là où aujourd'hui, comme le disait Vincent d'introduction, et il montrait d'ailleurs une carte de la connaissance, c'est vraiment du timbre-poste. Et on est beaucoup à l'aveugle sur cette thématique-là.